Bonjour, alors pour aborder ce nouveau format d'article vidéo, j'ai choisi ce sujet récent, les frappes démocratiques et non totalitaires du 13 avril 2018 contre la Syrie. Alors comme beaucoup de citoyens de la base de la pyramide sociale, et cela sans faire appel à la moindre idéologie mais en faisant appel au simple bon sens ordinaire, j'ai été choqué par la décision unilatérale de notre président Emmanuel Macron d'intervention militaire contre la Syrie. Ceci ayant été fait sans l'aval de l'ONU, sans concertation du Parlement et sans concertation des citoyens de la base de la pyramide sociale, alors qu'il s'agit bien en fait de l'utilisation de leur argent public. Alors avant de rentrer sur le cœur du sujet, et comme il s'agit d'un nouveau format, je vais présenter certains rappels en fait concernant le syllogisme paradoxal. En ce qui concerne la présentation du format de l'article, appuyé sur un syllogisme paradoxal, je rappelle donc que le syllogisme paradoxal s'appuie sur trois assertions qui sont la déclaration, la transition et le paradoxe, sur le même principe que le syllogisme classique d'Aristote qui lui s'appuie sur deux prémices, une majeure et une mineure, suivie d'une conclusion qui est en relation logique par déduction des deux premières assertions, alors qu'ici, les trois assertions du syllogisme paradoxal sont construites dans un ordre chronologique, d'où la présence de cette pendule ici. On a donc un ordre chronologique des événements qui sont décrits. Alors, ce qui va se passer dans cet article, comme dans tous les suivants, c'est que j'assortirai, grâce à cette icône que vous verrez à chaque syllogisme paradoxal, un lien vers un site internet, une vidéo, un document. Suite à ces trois assertions, vient une autre fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre de questionnement qui sont naturellement induits par le syllogisme paradoxal et qui peuvent eux-mêmes être alimentés par des liens internet, vidéo, documents. De la même façon, derrière ces questionnements, on cherchera une résolution aux questions soulevées et ça pourra générer des débats constitutifs induits par ces questionnements, eux-mêmes toujours alimentés par des liens internet, documents ou vidéos. Alors pour ceux qui voudraient approfondir la connaissance du syllogisme paradoxal en faisant une prospection sur la théorie et sur les aspects conceptuels, je les invite à visiter mon site, ici le site le syllogisme paradoxal.com, que l'on peut trouver évidemment sur internet, dans lequel on va trouver à la page d'accueil différents menus, et notamment concernant la construction, l'architecture et la théorie des SP, ici les trois menus principaux. Avec ici un autre menu sur la page d'accueil, la matière, dans lequel on pourra trouver aussi bien des exemples qui concernent les syllogismes paradoxaux de l'année 2017 et ceux de l'année 2018. Alors vous pourrez trouver aussi, en allant à la page d'accueil, sur la chaîne TV YouTube AB, l'ensemble des syllogismes qui ont déjà été faits, avec un ensemble de repères et de références concernant les quatre piliers de la société dans laquelle on vit, à savoir le capitalisme, le libéralisme, l'européisme et le mondialisme. Alors tout cela est alimenté par des vidéos qui m'ont paru très intéressantes par leur pertinence et par leur précision, et elles proviennent, je tiens à le dire, de tout horizon politique et de toute tendance. Enfin, pour illustrer dans les grandes lignes les fondations de ce concept de syllogisme paradoxal, je rappellerai ce que j'ai indiqué et développé dans un article qui est dédié à la théorie du syllogisme paradoxal. C'est un article qui est paru dans la revue Nouvelle École de 2018. C'est une revue qui a été consacrée à Proudhon et dans laquelle on trouve ces différentes fondations explicitées. Donc, le syllogisme paradoxal s'appuie sur des fondations à la fois conceptuelles. Je suis parti à la fois du syllogisme classique d'Aristote, du raisonnement par l'absurde d'Euclide. Elle s'appuie aussi sur des fondations éthiques, c'est-à-dire des fondations de justesse et de justice, des fondations philosophiques et scientifiques, philosophiques avec Hegel
et son apport par la certitude sensible, par la vérité étant entrevue comme un tout, et par tous les fragments, en tout cas ceux qui m'ont touché et parlé, parmi sa plus grande œuvre, son œuvre essentielle, la phénoménologie de l'esprit. L'apport scientifique de Leibniz, non seulement pour sa théorie des monades, mais aussi essentiellement pour sa théorie de l'infinitésimal, qui est en fait la traduction scientifique de la théorie des monades d'une certaine façon. Alors les deux fenêtres adjacentes au syllogisme paradoxal, qui viennent en fait en prolongement du syllogisme paradoxal par une voie naturelle, les questionnements qui sont naturellement induits par le SP, dans lesquels effectivement il va y avoir un effort dans la formulation des questions, un effort, disons, de rendre une place honorable à tout ce qui est justesse et justice. Ensuite, une fenêtre qui est une fenêtre des débats constitutifs induits par les questionnements devant amener évidemment à une remise en perspective ou un repositionnement de certains décrets et lois de la Constitution sous laquelle nous sommes actuellement contraints, on va dire. Donc il s'agit là de débats qui doivent amener à un renouvellement de la Constitution existante, en tout cas de certaines modalités. Alors si j'ai choisi le philosophe allemand Hegel, que vous voyez ici en bas de cette fenêtre, c'est parce qu'il est notamment l'auteur en 1821 des principes de la philosophie du droit, qui était d'ailleurs abrégé en sous-titre avec droit naturel et science de l'État. C'est que pour Hegel, en fait, ce livre correspond à la théorie de l'esprit objectif et qu'il place l'esprit objectif à une place essentielle et que pour lui, cette théorie contient aussi bien la théorie juridique, politique et sociale qu'éthique. Alors on va maintenant rentrer dans le cœur donc, du sujet qui nous intéresse, à savoir cette frappe militaire en Syrie, datant d'avril 2017. Donc pour rappel, et de façon tout à fait factuelle, comme ça va être vu ici avec les deux liens, dans son programme de campagne présidentielle d'avril 2017, Macron précise dans la partie 1, démocratie rénovée, nous développerons la participation des citoyens. Et notamment, nous demanderons aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants d'évaluation du travail parlementaire et législatif, et nous encouragerons aussi les communes à consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public. Alors en ce qui concerne l'anglicisme bottom-up, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un anglicisme qui a été utilisé par Macron lors d'une intervention au Collège de France, et ce qui avait d'ailleurs provoqué pas mal de remous chez les esthètes de la langue française, notamment Bernard Pivot. Et on le retrouve ici dans cet article, qui était un article de RT France, où justement Emmanuel Macron parlait de la démocratie comme étant le système le plus bottom-up. Ce fait, en fait, est nécessaire pour moi dans la dernière partie de cet article. Concernant les déclarations de campagne d'Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle d'avril 2017, on avait d'une part le 5e chantier sera celui du renouveau démocratique. Et un peu plus bas, on va trouver quelque chose de plus précis dans ce registre, avec les affirmations que j'ai posées dans la fenêtre de déclaration, à savoir nous développerons la participation des citoyens et seront amenés à les mairies seront amenées à consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public. On va maintenant aborder la fenêtre transition. Donc je vous rappelle qu'en fait les différentes fenêtres arrivent suivant un ordre chronologique, étant évidemment sur la même thématique. Donc suite à cette campagne présidentielle, est arrivée une assemblée décisionnaire pour finalement, sans l'aval du Parlement, sans l'aval donc des représentants des citoyens, qui ne sont pas consultés pour la décision d'une intervention militaire en Syrie, cette réunion va donner la décision d'intervention militaire en Syrie. Donc ni l'ONU, ni le Parlement ne seront consultés pour cette décision.
et cela avec un fait non négligeable, c'est-à-dire en l'absence de preuves de présence d'armes chimiques en Syrie. Alors pour être tout à fait objectif et rester complètement factuel, voilà en fait une question posée dans un article du Huffington Post. La frappe en Syrie pouvait-elle être déclenchée par Macron sans l'accord du Parlement? Il se trouve qu'il y a un certain article qui effectivement valide cette intervention, qui est l'article 35, me semble-t-il. On va le retrouver un peu plus bas ici, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque certains opposants disent aussi, ils ont raison de dire, il est vrai aussi quand ils avancent qu'il n'y a pas eu du vote de Parlement français, seulement il n'y a là aucun problème constitutionnel. En effet, l'article 35 de la Constitution, derrière lequel il se retranche, est clair, c'est la déclaration de guerre qui est autorisée par le Parlement. Or, dans ce cas présent, aucune déclaration de guerre n'a été faite, ni par la France, ni par les États-Unis. Alors évidemment, ça soulève quand même la question de la définition d'une déclaration de guerre, puisqu'en fait, s'il s'agit d'une frappe brutale qui pourrait même s'apparenter à une ingérence en pays étranger, on a effectivement là un détournement de la définition conventionnelle de déclaration de guerre. Mais ça pose quand même question, je trouve. Alors on va aborder maintenant la dernière fenêtre du syllogisme paradoxal, le paradoxe. Donc en fait, consécutivement à cette réunion, à l'issue de laquelle a été décidé d'intervenir militairement en Syrie, le vendredi 13 avril, et plus précisément dans la nuit du vendredi au samedi, sur décision du seul président, l'armée française frappe militairement la Syrie en envoyant plusieurs missiles, je crois 12 missiles navals, pour un coût public de 13 millions d'euros. Alors tout cela, évidemment, grâce à l'argent magique qui n'existe pas. Il faut rappeler qu'au cours d'une confrontation avec une délégation d'infirmières dans un CHU de Rouen, quelques semaines avant, Emmanuel Macron décrétait en fait qu'il n'existait pas d'argent magique. Donc, autrement dit, il n'avait pas les moyens d'allouer un budget, de libérer des fonds pour les affecter à l'amélioration des conditions matérielles et humaines au sein de l'univers hospitalier. Toujours dans le souci d'être factuel, voici en fait le contenu. Sur la scène politique, les intervenants politiques qui défendent l'idée de souveraineté et qui s'opposent à cette intervention militaire, qui sont intervenus publiquement. J'ai choisi comme première intervention celle du souverain, disons du défenseur de la souveraineté de gauche, Jean-Luc Mélenchon, président du mouvement, du parti La France Insoumise. Tout le monde sait très bien que dans les guerres, la première victime, c'est la vérité. Ce qui se passe réellement sur le terrain nous est à peu près inconnu. Et l'attaque chimique, si elle a eu lieu, est évidemment abominable et elle doit être condamnée. Il reste à savoir qui s'y est livré. Ça ressemble beaucoup à un prétexte pour que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés reviennent sur la scène et engagent un conflit armé que jusqu'à présent ils ont perdu en faveur des Russes et du gouvernement actuel de la Syrie. Bon, voilà, je mets en garde, c'est extrêmement dangereux. Et je n'aime pas du tout la réception qui a été faite hier des 3 présidents baltes réunis, je ne sais pas pour quelle raison, à Paris, et qui sont venus jouer les va-t-en-guerre aux applaudissements de M. Macron. Non, non et non, la Russie n'est pas notre ennemi, c'est notre partenaire.
enrichissant cet article et la réflexion sur le sujet traité, j'ai sélectionné un article de Ouest France qui me paraît avoir l'intérêt de poser des questions. Donc je crois beaucoup à la puissance de la question par rapport à la dispersion que peut apporter certaines réponses, soit trop diluées, soit trop confuses. Donc voici cet article de Ouest France. Alors, les frappes en Syrie, donc des questions concernant quelle cible était visée, donc ça permet de faire l'inventaire des forces mobilisées et des lieux visés. Mais celle que je voudrais vraiment retenir, hormis les moyens qui ont été employés, c'est pour la nécessité de cet article. Pourquoi ces frappes? Parce qu'on a là une réponse officielle, donc non seulement, je dirais, du côté américain avec la déclaration du président américain Trump, l'objectif de nos opérations cette nuit est d'établir une dissuasion forte contre la production, la prolifération et l'emploi d'armes chimiques. Et tout de suite derrière, nous avons celle de Jean-Yves Le Drian. La fabrication et l'utilisation de ces armes chimiques représentent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il faut quand même simplement rappeler qu'il n'y a eu aucune preuve de la présence de ces produits chimiques. Donc on voit quand même une vassalisation de la France derrière le chef de guerre Donald Trump. Alors en prolongement naturel donc du syllogisme paradoxal, voici en fait un ensemble de questions que j'ai identifiées pour ce sujet, dans la fenêtre questionnement. Donc, est-ce que les missiles ont été achetés avec de l'argent public ? Est-ce que les citoyens ont été consultés pour l'utilisation de cet argent public? Est-ce que cette décision de frappe militaire contre la Syrie est cohérente avec l'engagement de campagne électorale de consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public? Est-ce que cet argent magique, 13 millions d'euros, qui a été trouvé pour les missiles, aurait pu être utilisé à améliorer les moyens matériels et humains des hôpitaux? Est-ce que cette frappe allait dans le sens des intérêts du peuple français? Est-ce qu'il n'y avait pas plus prioritaire pour la France que ces frappes? Et où est le côté démocratie bottom-up de cette décision totalitaire? Alors pour essayer d'être le plus équilibré possible entre les deux camps souverainistes qui défendent les intérêts de la base de la pyramide sociale, on pourrait caricaturer, puisque je trouve que l'appellation, le clivage droite-gauche n'a plus tellement de sens, je pense que c'était une vaste fumisterie, ou en tout cas un grand simulacre qui permettait d'entretenir un mouvement perpétuel pendant des décennies et qui masquait en fait les véritables détenteurs de la puissance d'État et éventuellement de ce qu'on appelle l'État profond. Bref, ici, voici un témoignage important donc de l'autre camp souverainiste, le souverainiste de droite, va-t-on dire pour simplifier, Nicolas Dupont-Aignan. Lorsque les Américains ont annoncé de véritables preuves d'armes de destruction massive pour pouvoir envahir l'Irak et tuer Saddam Hussein, heureusement, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont résisté, ont osé prendre une position indépendante. Et ils avaient raison. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis très méfiant, très sceptique et je condamne la précipitation du gouvernement français et du président de la République pour intervenir en Syrie. Personne ne connaît vraiment la traçabilité des gaz sarins. Et nous avons eu l'expérience en 2014 de gaz qui ont été utilisés par les islamistes pour déconsidérer le régime d'Assad. Voilà pourquoi il ne faut pas intervenir tant qu'il n'y a pas une enquête internationale équilibrée. Les Américains ont refusé l'enquête russe, les Russes ont refusé l'enquête américaine. Il est vital d'avoir une véritable enquête. Par ailleurs, je dis attention. Pourquoi s'attaquer à Assad alors qu'au même moment, le président de la République a reçu le prince d'Arabie Saoudite, pays qui est responsable aussi de massacres au Yémen? Attention aux deux poids, deux mesures. Par qui allons-nous remplacer Assad? Est-ce Assad qui a tué sur les trottoirs de Paris et au Bataclan? Non. C'est Assad qui combattait les terroristes de l'État islamique, de Daesh. Voilà pourquoi je crois que la France ne doit pas s'engager dans une guerre sans issue.
Voilà pourquoi je crois que la France doit faire œuvre d'équilibre au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas d'être à la solde d'Assad, de l'Iran, des Russes ou des Turcs. Il s'agit tout au contraire de maintenir une position équilibrée, une politique étrangère indépendante, qui repose sur des faits, non pas sur des rumeurs, qui privilégie la paix et la réconciliation en Syrie. Je supplie le président de la République d'être beaucoup plus impartial, attentif et prudent, car il en va de la vie de nos soldats et de l'équilibre du monde. Celle de l'intellectuel français et homme d'affaires français Hervé Juvin pour la qualité, la pertinence et la précision des questions lors de son interview qu'on va voir maintenant ici. Est-ce que aujourd'hui, avec du recul, on peut dire que la France a raison ou pas de s'être alliée avec les États-Unis et le Royaume-Uni? Je ne serais peu tenté d'ajouter le commentaire au commentaire. Caroline Galacteros, Renaud Girard, Emmanuel Todd, Richard Labévière, beaucoup d'autres ont dit sans doute tout ce qu'il fallait dire sur les interrogations françaises, sur ces frappes. Pour ma part, j'aimerais prendre un peu de recul. Je pense que la seule et véritable question que devrait se poser tout citoyen français, tout électeur, où est l'intérêt de la France dans ces frappes? Et je ne peux constater à cet égard que le vide stratégique qui entoure l'action de la France dans cette région du monde, sans doute depuis que le projet américain de Grand Moyen-Orient a détruit le projet français et européen d'Union pour la Méditerranée. Quel est l'intérêt réel de la France et des Français dans ces frappes sur la Syrie, qui probablement contribuent à faire durer un peu plus la guerre, reculent un tout petit peu plus les chances du retour à la paix d'un pays tellement meurtri par tant d'années de guerre, je dirais confuses, dans lesquelles les buts de guerre n'apparaissent pas? Où est l'intérêt de la France? Je crois que beaucoup de Français partagent cette interrogation. La France n'a pas intérêt à ce que la guerre demeure, et si la France a un intérêt vital dans cette région du monde, c'est à l'élimination de la menace des islamistes radicaux que les Al-Qaïda, les Daesh, mais combien d'autres font peser non seulement sur la région, mais sur l'Europe tout entière. La dernière fenêtre de prolongement du syllogisme paradoxal, donc la fenêtre structurée, débat constitutif induit par les questionnements. Dans cette fenêtre, voici les thèmes que j'ai essayé de mettre en perspective, pouvant faire l'objet de débats. Leur examen de la mise en application de l'article 68 de la Constitution, l'examen des règles et dérogations sur la durée de 4 mois et sur la subtilité, déclaration de guerre ou non, revisiter l'article 35, alinéa 2 de la Constitution qui stipule que le Parlement sera informé et un débat parlementaire sera organisé après une décision d'intervention de forces armées à l'étranger. Enfin, une consultation des Français par référendum pour toute opération extérieure mettant en jeu l'argent public des citoyens français. Alors c'est un article, cette fois du Figaro, qui m'a semblé pertinent et enrichissant pour notre compréhension de l'ensemble du périmètre rattaché à ces éventuels débats constitutifs. Et donc voici cet article. En fait, il y est décrit ce que dit la Constitution sur le vote du Parlement. Donc c'est intéressant de voir les règles de Constitution en vigueur pour éventuellement voir sous quel angle les revisiter et les redébattre pour éviter ce nouveau type de décision unilatérale qui n'a pas tellement de caractère de démocratie bottom-up. Deux principes essentiels, de mon point de vue. Un premier principe qui est le respect de 4 valeurs cardinales, la cohérence, la transparence, la capacité de relativiser, l'honnêteté intellectuelle. Ce sont vraiment pour moi des valeurs incontournables qui seront donc celles du principe 1 et un principe 2, une approche de transversalité et de bonne volonté pour mutualiser des forces compatibles. En effet, je ne souhaite pas être tiraillé entre un choix de souveraineté de droite ou de souveraineté de gauche. Je pense qu'il y a là en fait deux courants qui sont tout à fait compatibles et complémentaires
Et ces forces compatibles, elles consistent à rapprocher en fait la base souverainiste sociale de gauche et la base souverainiste nationale de droite. Si je devais en dire un mot de plus, ce serait que ce sont là effectivement des forces complémentaires et je pense qu'elles peuvent faire obstacle à la prolifération des forces du mondialisme qui en fait n'ont pour effet que de diminuer et de dévaloriser les conditions sociales, les acquis sociaux et les conditions de qualité de vie de la plupart des citoyens de la base de la pyramide sociale. En fait, le mondialisme, j'aurai l'occasion de le développer dans d'autres vidéos, œuvre essentiellement, de mon point de vue, pour l'intérêt d'une petite partie située au sommet de la pyramide sociale, qui intéresse donc une catégorie d'élite oligarchique, mais très loin des intérêts vitaux et quotidiens de la base de la pyramide sociale. Donc, pour moi, le travail de transversalité et de bonne volonté pour mutualiser les forces compatibles est absolument fondamental et essentiel. Alors, si je pouvais l'illustrer par une petite caricature, voilà en fait ce qui se passe le plus souvent avec des confrontations, des hostilités sans cesse maintenues et cultivées entre le peuple de gauche et le peuple de droite. Ces hostilités, ces clivages et ces conflits ne font que le travail et le bonheur des élites oligarchiques au sommet de la pyramide sociale. C'est le fameux axiome qui existe depuis des millénaires, diviser pour régner. Donc tant que les courants de gauche et de droite souverainistes de la base de la pyramide sociale n'auront pas compris cette mécanique et chercheront à cultiver pour des raisons d'ego et de particularisme, de clientélisme, à lever cette difficulté, eh bien la situation sera maintenue en l'état. Dernière partie de cet article vidéo, j'aimerais apporter en fait un outil tactique et stratégique au service du futur finaliste souverainiste de l'élection présidentielle 2022. Alors évidemment, c'est un outil qui sera facultatif et qui ne pourra pas toujours se présenter puisque ce sera vraiment fonction du sujet traité. Mais ici, voilà en fait les possibilités lors d'une intervention de ce candidat souverainiste de l'élection présidentielle 2022. Alors je rappelle que la pieuvre Clem, en fait, c'est une pieuvre qui est composée des 4 tentacules capitalisme, libéralisme, européisme, mondialisme. Et le scénario le plus probable pour 2022, c'est à nouveau une confrontation entre un candidat souverainiste contre un candidat mondialiste. Alors le candidat mondialiste, ça peut être très probablement Emmanuel Macron, mais vu la rapidité avec laquelle il est sorti de l'anonymat, c'est-à-dire moins d'1 an, on peut tout à fait envisager que le système réussisse à extraire des lobbies bancaires ou des lobbies mondialistes ou des lobbies militaro-industriels, pourquoi pas, un nouveau candidat qui serait tout à fait inconnu du public. Peu importe, je ferme la parenthèse, la grande probabilité c'est de se retrouver donc dans une situation de débat entre un candidat souverainiste et un candidat mondialiste. Alors, ce candidat souverainiste serait le chevalier dialectique souverainiste mettant en totale priorité le respect des intérêts du peuple français et de la France millénaire. Ce candidat mondialiste sera en fait missionné pour assurer l'extension des tentacules de la pieuvre Clem, qui est fixée par des banques et ce qu'on appelle l'État profond. Monsieur le Président, au cours de votre campagne électorale en avril 2017, vous avez annoncé que vous souhaitiez rénover la démocratie, notamment en faisant participer les citoyens aux décisions qui engagent l'argent public. Un an après cette campagne présidentielle, en avril 2018, vous avez pris la décision d'une frappe militaire contre la Syrie, sans consulter ni l'ONU ni le Parlement. Cette décision s'est donc faite non seulement sans consulter ceux qui sont censés représenter les citoyens, les députés du Parlement, mais de plus en engageant de l'argent public sans avoir non plus consulté ces citoyens. Quelle crédibilité peut-on accorder à vos bonnes intentions de plus de démocratie affichées dans votre dernière campagne présidentielle?
Est-ce qu'une décision de cette importance, agression militaire d'un pays étranger, quelles qu'en soient les bonnes ou les mauvaises raisons sous-jacentes, concentrée dans les mains d'un seul homme, fût-il le président, est la meilleure démonstration d'une démocratie bottom-up, pour reprendre cet anglicisme qui vous appartient, dont vous semblez vous parer? Il y a une première chose qui doit faire débat. Dans un contexte de chômage, de précarité dans le monde du travail, d'insécurité, de manque et de moyens dans le secteur hospitalier, est-ce qu'il n'y avait vraiment pas d'autres priorités de dépenses de cet argent public, Monsieur le Président? Il ressort de cet article 65 qui vous a donné ses pleins pouvoirs pour décider d'une agression militaire qui s'est soldée à la fois par un échec cuisant des 12 missiles navals lancés et un gaspillage de l'argent public de 13 millions d'euros, la nécessité de réviser cette partie de la Constitution. Si j'accède à la présidence de ce pays et donc en toute priorité à la défense des intérêts du peuple français, je mettrai en place une révision de la Constitution avec une loi qui imposera une consultation soit directe par référendum en faisant réellement participer les citoyens, soit indirecte en associant les députés du Parlement pour toute décision d'agression militaire. Alors toujours au service du futur finaliste souverainiste de l'élection présidentielle 2022, voilà un autre exemple possible d'une rafale d'assertion contre le candidat mondialiste sur le thème de l'argent magique. Monsieur le Président, au cours de votre déplacement sur le CHU de Rouen en avril 2018, vous avez fait face à une délégation d'infirmières qui vous expliquait que l'hôpital était en grande difficulté, en manque de moyens matériels, financiers et humains. Une délégation qui vous alertait sur une situation d'urgence dans laquelle les infirmières ne pouvaient plus assumer un service de qualité auprès des patients, du fait de l'insuffisance des moyens mis à disposition. Vous leur avez répondu qu'il n'y avait pas d'argent magique. Quelques semaines après cette confrontation avec cette délégation d'infirmières, vous avez décidé une opération de frappe militaire contre la Syrie, mobilisant une logistique importante et en particulier 12 missiles de croisière. Cette opération a été évaluée à un coût voisin de 13 millions d'euros par les instances gouvernementales indirectes, je veux parler des médias mainstream. Disons que cette évaluation est objective. Évidemment, ces 12 missiles détruits seront aussitôt remplacés et feront l'objet d'une allocation budgétaire du même montant. Autrement dit, quelques semaines avant cette opération militaire, il n'y avait pas d'argent magique qu'on puisse trouver et débloquer pour améliorer la qualité de fonctionnement des services hospitaliers, c'est-à-dire la qualité de soins des citoyens français. Mais pour une opération militaire ratée au sens militaire, c'est-à-dire sans résultat, il a été très facile de trouver cet argent magique et de le gaspiller. Monsieur le Président, cette décision d'intervention militaire alignée sur le diktat atlantiste des États-Unis, d'un niveau d'irresponsabilité insensé, aurait pu contribuer à déclencher une troisième guerre mondiale, et rien ne dit qu'elle ne va pas accroître un faisceau de tensions déjà existant contre la France, avec un climat d'insécurité encore plus grand. Quel a été le bénéfice de cette intervention militaire pour la France et pour le peuple français? Est-ce que la priorité pour un président de la France n'est pas de défendre la sécurité et la santé de son peuple? Sur l'utilisation de l'argent magique qui n'existe pas, je réviserai la rémunération des cadres de la direction des hôpitaux de Paris par un ratio de plafonnement qui mettra fin à un écart aussi invraisemblable de rémunération, là encore entre la base et le sommet, au regard de la masse de travail et de responsabilités réciproques au quotidien. Les infirmières ne gèrent pas des cellules d'un tableur Excel pour optimiser des calculs de compression des effectifs et des moyens, mais des cellules d'êtres vivants dans leur travail quotidien avec des gestes d'une immense responsabilité qui peuvent impacter à chaque instant le niveau de souffrance et de soulagement de ces êtres vivants et parfois mourants. Je ferai ratifier un ratio de rémunération beaucoup plus raisonnable entre la rémunération de base des infirmières, qui se situe entre 1 600 et 2 900 euros brut mensuels, et la rémunération de 300 000 euros par exemple d'une ancienne directrice des hôpitaux de Paris. Rien ne justifie de tels écarts entre la base et le sommet du milieu hospitalier, fossoyeur de la base. Ces écarts injustifiables de rémunération seront légiférés et plafonnés par décret par un facteur multiplicatif x4 entre base et sommet, ce qui ramènera la rémunération maximale du plus haut responsable à 150 000 euros brut annuels.
Si j'accède à la présidence de ce pays, je mettrai en place un conseil hebdomadaire pour les décisions budgétaires extraordinaires, chargé d'arbitrer les priorités des dépenses, avec le seul fil conducteur décisionnaire de dépenses des intérêts des citoyens de la base de la pyramide sociale avant tout autre. Ce conseil hebdomadaire aurait débloqué de l'argent magique non pas pour des missiles et une intervention qui ne s'est soldée que par un échec doublé d'un incroyable gaspillage, mais pour engager de nouveaux personnels et des soins accrus dans les services hospitaliers à l'agonie. Soumis à la loi d'un capitalisme violent et carnassier, la santé devenant un marché, un produit, au détriment de ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un service public de qualité au service de ses citoyens.